Merci tout le monde d'être si nombreux, nombreuses aujourd'hui là, pour ce webinaire. Donc, je me présente. Mon nom est Isabelle Côté. Je suis professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui, les liens familiaux et co-directrice du projet Sa vie LGBTQ. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par le co-directeur du projet, mon collègue Martin Blais, qui est professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, de Nadine Coussa, qui est la présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et Samuel Blouin, qui est chercheur à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et j'ai aperçu aussi Lynn Chamberlain, qui est ici, professeure retraitée aussi du département de sexologie, qui était à l'époque titulaire de la chaire de recherche sur l'homophobie et qui est la personne qui a mis en place sa vie LGBTQ. Donc, en nos noms, je veux souligner d'abord l'importance du rapport qui va être présenté aujourd'hui. Alors, le projet Sa vie LGBTQ, c'est le plus grand projet de recherche qui a jamais été mené au Québec par, pour et avec les communautés LGBTQ. Le projet a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et il a réuni pendant plusieurs années des personnes chercheuses, des partenaires communautaires, des partenaires des institutions publiques et des personnes concernées autour d'un objectif commun, c'est-à-dire mieux comprendre les formes d'inclusion et d'exclusion qui sont vécues par les personnes LGBTQ+ au Québec. Donc, le rapport de la commission s'inscrit directement dans cette démarche, puis il constitue une pièce maîtresse du projet. Pourquoi? Bien, parce qu'il permet d'accéder à une source de données exceptionnelle, c'est-à-dire 30 années de plaintes pour discrimination en emploi fondées sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre ou l'expression de genre. Donc, ces plaintes, ce n'est pas seulement des dossiers administratifs. Au contraire, elles donnent accès à des situations qui sont concrètes, vécues par des personnes qui ont estimé que leurs droits avaient été compromis et qui se sont tournées vers la commission pour faire reconnaître leurs droits. Donc, ce rapport permet de mieux comprendre comment l'exclusion se manifeste dans les milieux de travail, parfois de manière très frontale, par des propos, des gestes, des refus d'embauche, des congédiements, et parfois de façon plus diffuse à travers des climats de travail, des blagues, des rumeurs, du mégenrage ou encore des situations qui sont minimisées par l'employeur. Donc, ce que le rapport rappelle avec force, c'est que les avancées juridiques sociales des dernières décennies sont majeures, mais qu'elles ne suffisent pas à elles seules pour garantir l'égalité réelle dans les milieux de travail. Donc, je laisse la parole à Martin pour la suite. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour tout le monde. Il faut aussi souligner que le rapport arrive dans un contexte particulier, hein. Dans beaucoup d'endroits dans le monde, les droits fondamentaux des personnes LGBTQ+ font l'objet d'attaques grandissantes. On observe une montée des discours hostiles. Ça inclut également chez nous au Québec une remise en question de certaines protections, une polarisation accrue autour des enjeux liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, pardon, et à l'expression de genre. Dans ce contexte, le rapport de la Commission prend une portée qui dépasse largement l'analyse des plaintes individuelles. Il nous répète que l'égalité ne peut jamais être tenue pour acquise. Elle doit être protégée, documentée, défendue. C'est précisément l'une des contributions centrales du rapport. Il rend visibles des injustices qui autrement risquent de demeurer dispersées, isolées, souvent banalisées. Alors, en les analysant sur 30 ans, il permet de transformer des expériences individuelles en savoir collectif. Il permet aussi de mieux comprendre que la discrimination en emploi, c'est pas seulement une question de comportement individuel. Ça renvoie à des pratiques organisationnelles, à une norme de genre et de sexualité, à des mécanismes de silence ou de minimisation et à des responsabilités très concrètes des milieux de travail. Alors, pour le projet Sa vie LGBTQ, cette contribution-là, elle est essentielle. Le projet a toujours reposé sur le croisement des savoirs scientifiques, des savoirs institutionnels, des savoirs communautaires, des savoirs d'expérience. Le rapport de la Commission incarne exactement cette approche. Il met en relation le droit, la recherche, les expériences vécues. Alors, on souhaite donc saluer aujourd'hui la rigueur de ce travail, de même que la qualité de la collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le rapport constitue un outil important pour les institutions, les milieux de travail, les employeurs, les syndicats, les organismes communautaires, les décideurs, décideuses publiques également. Il rappelle que l'égalité réelle ne se décrète pas seulement dans les textes de loi, elle doit se construire dans les pratiques, dans les milieux de travail et dans la capacité collective à prévenir et à corriger les discriminations. Alors, je passe maintenant la parole à la présidente de la commission, Nadine Coussa.
Merci beaucoup, professeur Blais, professeur Côté, pour le travail, l'organisation aussi du webinaire. Donc, je salue tout le monde qui est présent aussi. Puis, je prends un petit moment pour saluer aussi Marie-Laure Leclerc, là, qui est membre de la commission, ainsi que Samuel, qui est chercheur chez nous, qui a travaillé sur ce projet. Donc, comme vous disiez un peu plus tôt, professeur Blais, ben, c'est important pour nous de souligner ces espaces-là d'échange qu'on a, puis de collaboration entre le milieu de la recherche puis les institutions. On sort vraiment tous gagnants de faire connaître, bien évidemment, le cadre de la Charte québécoise et son travail, mais aussi de contribuer, là, puis de faire grandir, puis apprendre ce travail avec les différents partenaires. À titre de rappel, bien, vous savez, la Commission des droits de la personne a plusieurs missions, mais notamment celle de la protection puis de la promotion des droits qui sont garantis par la Charte québécoise. Puis on est là aujourd'hui pour inciter particulièrement sur les responsabilités en matière de protection des personnes LGBTQ+. Donc, que ça soit au niveau du traitement des plaintes pour discrimination, que ça soit sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, que ça soit sur l'offre de formation, la sensibilisation, les outils pour les milieux, dont notamment et spécifiquement aujourd'hui les employeurs, que ça soit l'analyse de la conformité des lois, des règlements à la charte et des réalisations de travaux de recherche sur les droits et libertés. On est toujours fiers là, à la commission de contribuer à tout ça. Et je pense que le rapport qu'on dévoile aujourd'hui ben, démontre justement la complémentarité de nos différentes responsabilités, tant en traitement, par exemple, des plaintes qu'en recherche, en sensibilisation sur les différents motifs de discrimination. Ce rapport sur l'analyse des plaintes ben, est une occasion de rappeler que chaque plainte compte, quelle que soit son issue, parce qu'on le voit qu'aujourd'hui, ben, on utilise toutes ces plaintes-là pour porter certains constats sur la situation. Donc, une plainte, peu importe l'issue qu'elle aura, va compter, va venir enrichir la commission et les gens qui travaillent, puis tous les partenaires qu'on a. Évidemment, dans le traitement des plaintes, ben, les informations que ces plaintes-là contiennent ben, nous permettent, au-delà du résultat final, quand même d'alerter la commission sur les enjeux que les personnes vivent, d'alimenter nos réflexions, d'orienter aussi nos actions, puis de soutenir les représentations qu'on fait pour favoriser le respect des droits de la personne au Québec. Donc, peu importe le résultat d'une plainte, le fait d'en déposer une vient déjà enrichir la commission de tout ça. Puis évidemment, vous le savez, cette année, on fêtait l'an dernier en fait, mais on est encore dans nos célébrations du 50e anniversaire de la Charte. Et c'est un bon moment aujourd'hui de souligner justement les avancées significatives qu'on a rendues possibles pour les personnes LGBTQ+, avec cette charte-là au Québec. Évidemment, j'apprends à personne qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer la pleine égalité, mais c'est une bonne occasion pour nous de réaffirmer notre engagement comme commission à poursuivre nos actions en soutien aux personnes, puis de mobiliser vraiment tous les leviers qu'on a. C'est un bon exemple aujourd'hui, au-delà des plaintes, on a le levier de la recherche, de faire des partenariats, de pouvoir travailler pour arriver à des résultats concrets. Donc, je vous retiens pas plus longtemps. Je prends le temps de remercier en terminant, bien évidemment, le personnel de la commission qui a travaillé très fort sur ce rapport et toute l'équipe là, du projet Sa vie LGBT. Je pense que c'est un très bon exemple de collaboration efficace qu'on a eu et c'est très beau de voir tous ces gens-là travailler ensemble puis surtout de voir que vous êtes très nombreux aujourd'hui à venir assister à ce webinaire. Donc, je remercie tout le monde de prendre de leur temps aujourd'hui pour participer à tout ça puis je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Bonjour, laissez-moi un instant, je vais partager ma présentation. La voilà. Hop, en mode diaporama. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit la présentation orale? Parfait. Donc, ben, je tiens d'abord à mon tour à remercier toute l'équipe du projet Sa vie LGBTQ pour la magnifique collaboration des dernières années qui a rendu possible la réalisation de cette étude. Plus particulièrement, en plus de Martin et Isabelle, je veux souligner la contribution de deux personnes stagiaires qui ont grandement contribué à la réalisation de cette étude et que je vois qui sont présentes aujourd'hui. Donc, Martine Bertolotti, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, qui a travaillé sur l'analyse des plaintes, et Emma Bouffard, qui est doctorante en psychologie à l'Université du Québec en Outaouais, qui a essentiellement travaillé sur la revue de la littérature.
Je veux aussi remercier 3 personnes qui ont été parmi les premières à croire dans la collaboration entre le projet SAVI et la commission. Et je vois que toutes les 3 sont présentes aussi. Donc, Claire Bernard, qui est l'ancienne directrice de la direction de la recherche de la commission, Lynn Chamberlain, donc, qui est professeure à l'UQAM, et Aurélie Lebrun, qui était chercheuse à la commission au moment où les travaux ont été lancés. Donc, je vous remercie aussi d'avoir cru en ce projet dès le début. Et évidemment, il y a plusieurs autres personnes que je ne peux pas toutes remercier individuellement, mais merci à tous et à toutes. Donc, pour ce qui est du contexte de la recherche, donc on l'a déjà dit, c'est un projet que je trouve qui s'inscrit dans le cadre du projet SAVI LGBTQ. Et son inscription dans le projet SAVI, ça permet de lui donner une toute autre portée. On aurait pu le faire isolément, mais en l'inscrivant dans le projet SAVI LGBTQ, il prend une ampleur particulière. Parce qu'en fait, on va le dire un peu plus tard, il y a plusieurs limites à travailler à partir de plaintes pour discrimination. C'est une seule fenêtre pour regarder un phénomène qui est beaucoup plus large, soit celle de la discrimination en emploi envers les personnes LGBTQ. Et quand on prend ce projet-là et on le met dans la maison plus large que le projet SAVI LGBTQ, on multiplie le nombre de portes et de fenêtres pour regarder ce phénomène-là. Et toutes les plaintes qui sont des expériences individuelles, ben là, elles prennent sens à la lumière d'un contexte beaucoup plus large et on peut de cette façon-là voir de quelle façon différentes formes d'homophobie, de transphobie peuvent persister dans les milieux de travail à la lumière de toutes ces données. Et donc, c'est dans le cadre de ce grand projet-là, plus particulièrement dans le volet 3, que s'inscrit le projet de la commission. Et puisque c'est un projet sur 30 ans, je pense que ça vaut la peine de revenir sur l'historique de la commission en matière de droits des personnes LGBTQ pour situer ce rapport-là, qui est en quelque sorte le prolongement de travaux antérieurs de différentes façons. Donc d'abord, au cours de ces 50 ans d'histoire, comme le soulignait la présidente, mais la commission a été une actrice, une témoin de l'avancement des droits des personnes LGBTQ aussi, mais aussi de l'évolution des formes que peut prendre la discrimination envers les personnes LGBTQ. Et la commission a eu l'occasion de le documenter à différentes reprises. Dès les années 90, elle avait mené, par exemple, une consultation sur la violence et la discrimination envers les personnes gays et lesbiennes, donc un rapport qui s'intitulait « De l'illégalité à l'égalité », rendu public en 1994. On décrivait déjà les conséquences discriminatoires de la non-reconnaissance, par exemple, des couples homosexuels dans le domaine du travail. Et, par exemple, le fait que les couples homosexuels se voyaient privés de bénéfices de différents régimes de rente, de retraite, d'assurance et d'autres avantages sociaux qui soient prévus par des lois, des conventions collectives ou d'autres types de contrats. Et la commission recommandait alors qu'ils puissent bénéficier en toute égalité de ces régimes et qu'ils soient plus largement reconnus dans la législation, ce qui est maintenant le cas. Puis, en 2004, la commission a été chargée par le gouvernement de coordonner le groupe de travail mixte contre l'homophobie qui a mené une autre consultation d'envergure sur le sujet qui a mené à plusieurs constats, dont certains qui portaient sur le milieu de travail et sur les conséquences de l'homophobie et de la transphobie en milieu de travail, sur la santé, le bien-être et l'intégration socio-économique des personnes gays et lesbiennes. Et formulait justement des recommandations à l'époque, principalement envers le ministère du Travail pour qu'il s'adresse aux associations patronales et syndicales pour prendre des mesures afin de mettre fin à la discrimination en emploi. Et ce rapport, lui, s'intitulait « De l'égalité juridique à l'égalité sociale ». Et maintenant, 20 ans plus tard, la commission revient avec un rapport qui s'intitule « L'égalité réelle se fait toujours attendre, malheureusement ». Et donc, c'est une opportunité unique pour la commission de revisiter ses travaux antérieurs et de mettre à jour son analyse de la situation des personnes LGBTQ en emploi à partir des plaintes qu'elle a reçues durant les 30 dernières années. Bon, les constats ne sont pas complètement sombres. Il y a eu certaines améliorations, évidemment, je pense qu'on peut le reconnaître et le constater. Mais, comme on l'a dit, l'égalité réelle se fait encore toujours attendre. Et on a même certains indices de recul, comme on y reviendra. Donc, pourquoi on a décidé de se concentrer sur l'emploi pour ce troisième rapport d'envergure? Donc, il y a essentiellement 4 raisons. Bon, d'abord, la première est assez simple et assez évidente quand on pense à la mission de la commission, c'est parce que la Charte garantit des droits aux personnes LGBTQ au travail comme à toute personne. Donc, avant d'être une personne employée, salariée, une personne est titulaire de droits qui sont garantis par la Charte. Donc, on peut penser au droit à la sûreté, à la liberté d'expression, à la sauvegarde de sa dignité, au respect de sa vie privée. Et tous ces droits sont reconnus et leur exercice doit être garanti en toute égalité et sans discrimination. Il y a aussi évidemment le harcèlement discriminatoire qui est interdit, ainsi que la discrimination dans les différents aspects de l'emploi, que ce soit l'embauche, la promotion, l'approbation, les conditions de travail, le renvoi.
Et donc, se référer au cadre de la charte, ça permet de rappeler que l'inclusion des personnes LGBTQ au Québec, c'est pas qu'une question de bonne volonté ou une visée souhaitable, mais c'est avant tout une question de droit, de responsabilité, d'obligation qu'on a les uns envers les autres, mais aussi, surtout, une responsabilité qu'ont les employeurs, une obligation même qu'ils ont d'assurer des environnements de travail exempts de discrimination et respectueux des droits de toute personne. Deuxièmement, le travail, c'est le secteur pour lequel la commission reçoit le plus de plaintes. Donc, il y a 45% des plaintes fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre qui concernent ce secteur, ce qui en fait le premier. Donc, une autre bonne raison pour la commission de s'intéresser plus particulièrement à ce secteur. Troisièmement, on s'intéresse au travail parce qu'il occupe une place majeure dans la vie des personnes. C'est quelque chose qui est reconnu déjà dans la jurisprudence. Le travail, c'est un des aspects les plus fondamentaux de la vie d'une personne parce qu'il permet notamment de subvenir à ses besoins financiers et de jouer un rôle utile dans la société. La commission a aussi déjà reconnu que les milieux de travail sont souvent aussi des lieux de sociabilité, d'entraide, de soutien social. Donc, être privé d'emploi ou être discriminé en emploi, ça peut aussi affecter l'identité sociale même d'une personne sur plusieurs plans. Et finalement, la commission a constaté au cours des dernières années, surtout depuis 2020 environ, qu'il y a plusieurs organismes qui ont multiplié les initiatives pour documenter la situation des personnes LGBTQ en emploi et qui souhaitaient attirer l'attention sur cette réalité. Donc, c'est une contribution de la commission pour alimenter les réflexions et les connaissances sur cet aspect qui est important pour les communautés LGBTQ+. Donc ici, pour ce qui est de l'état des connaissances, je ne vais pas entrer dans tous les détails qui sont dans le rapport, mais ça vaut la peine de souligner quand même que la revue de la littérature démontre que les personnes LGBTQ continuent d'être désavantagées sur le marché du travail, et ce à différents degrés selon les sous-groupes, même s'il y a encore plusieurs aspects qui gagneraient à être explorés. Donc d'abord, comme l'expose le rapport, les personnes LGBTQ sont confrontées aux normes de genre et de sexualité dans leurs interactions quotidiennes au travail, que ce soit sous couvert de l'humour ou simplement lorsqu'il est question de la vie personnelle au travail, dans des questions qui peuvent être aussi en apparence banales, comme qu'est-ce que tu as fait ce week-end, avez-vous un conjoint, des enfants, etc. Donc toutes des questions qui font que les personnes LGBTQ doivent constamment se poser la question de savoir ce qu'ils souhaitent répondre ou dévoiler lors de ces interactions. Deuxièmement, les personnes LGBTQ rapportent aussi davantage avoir subi du harcèlement au travail et travaillé dans un climat de travail hostile. Et c'est notamment pour cette raison qu'elles hésitent à dévoiler leur orientation sexuelle ou leur transidentité au travail. Et ces différentes expériences vont affecter le déroulement de leur parcours, de leur carrière, ce qui peut avoir pour effet de les exclure de certains secteurs du marché du travail ou encore de les concentrer dans d'autres, ce qui influence évidemment les perspectives de carrière et aussi de revenus. Et donc, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus documenté, ces disparités de revenus qui sont plus ou moins importantes selon les sous-groupes par rapport aux personnes qui ne sont pas LGBTQ+. Puis, elles sont également plus susceptibles de faire face à la discrimination à l'embauche ou de bénéficier d'une moindre qualité d'emploi. Et la conséquence plus générale de cette situation en emploi, c'est que les personnes LGBTQ, et plus particulièrement les personnes bisexuelles, trans et non-binaires, elles se retrouvent surreprésentées parmi les groupes affectés par la pauvreté et l'itinérance. Donc, si tout indique qu'il y a une persistance de la discrimination au milieu de travail, on trouve aussi des indicateurs de recul, donc quelque chose qui est documenté depuis plus récemment. Et c'est particulièrement une donnée qui est particulièrement préoccupante, c'est celle qui a été révélée par un sondage segment réalisé pour la secrétariat à la condition féminine en 2024. Donc, il montre que la population québécoise qui se sent à l'aise de travailler avec des collègues de la diversité sexuelle et de genre a tendu à diminuer au cours de la dernière décennie dans des proportions qui sont assez importantes, comme vous le voyez à l'écran. Donc, il demeure quand même que la majorité de la population québécoise déclare se sentir à l'aise, mais le recul est quand même un signal important à prendre au sérieux et ça montre que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant ne suffisent probablement pas. En tout cas, il y a clairement un besoin de continuer les efforts, du moins. Ici, je vous mets deux exemples inspirés de plaintes réelles. Donc, ce n'est pas des citations, mais c'est inspiré de plaintes réelles que la commission reçoit encore aujourd'hui, juste pour vous donner une idée de leur teneur. Donc, dans le premier cas, c'est un homme gay qui décrit devoir prendre des médicaments pour endurer un climat de travail dans lequel il anticipe constamment des remarques sur son orientation sexuelle. Dans la deuxième, c'est une femme trans qui dit subir des représailles au travail après avoir dénoncé du harcèlement. Alors, si on plonge directement dans la recherche sur les plaintes, donc elle visait à répondre à la question suivante que vous voyez à l'écran. Donc, quelles sont les expériences et situations liées à l'emploi qui amènent des personnes à porter plainte à la Commission des droits pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre? Donc, cette question, elle amène à préciser un certain nombre
de choses. Donc déjà, ça porte sur les expériences et situations qui rapportées dans les plaintes, donc qui amènent une personne à porter plainte. Ça ne porte pas sur le traitement des plaintes par la commission. Deuxièmement, des expériences et situations dénoncées par qui? Donc par des personnes LGBTQ qui ont porté plainte pour discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre. Donc, ce n'est pas une recherche sur l'expérience de toutes les personnes LGBTQ+ en emploi au Québec, ni même de toutes celles qui ont porté plainte, parce qu'elles peuvent aussi porter plainte pour d'autres motifs interdits de discrimination sans avoir à révéler leur orientation sexuelle ou leur transidentité. Et elles peuvent aussi exercer d'autres types de recours, comme un grief syndical ou une plainte à la CNESST. Donc, juste pour qu'on saisisse bien la portée de ce qui vous est présenté aujourd'hui. Et finalement, c'est un projet qui est mené en vertu de la responsabilité de la Commission de mener des recherches sur les droits et libertés, et non dans le cadre de sa compétence d'enquête sur les situations alléguées de discrimination. Donc, ce n'est pas une analyse de la recevabilité des plaintes, ni encore de la suffisance de preuves pour conclure à la discrimination. Ce n'est pas non plus une étude sur la fréquence ou la prévalence de la discrimination en emploi dans la société québécoise. Cela dit, les plaintes sont quand même un matériau intéressant parce qu'elles permettent d'alerter sur certains types de situations, donner des indices sur les formes que peuvent prendre encore la discrimination et renseigner sur les situations, et ça c'est intéressant je trouve, sur les situations pour lesquelles les personnes estiment qu'elles n'arrivent pas à trouver une solution autrement, qu'elles doivent faire appel à un acteur extérieur comme la commission pour trouver une résolution à leur situation. Puis finalement, je vous rappelle que la commission ne traite pas les plaintes qui proviennent de secteurs de compétences fédérales, comme la fonction publique fédérale, les banques, les stations de télé, et n'a pas non plus la compétence de recevoir les plaintes provenant de milieux syndiqués, sauf exception. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, de combien de plaintes on parle? Donc, pour la période 1994-2024, on parle de 769 plaintes reçues par la Commission pour discrimination sur la base des deux motifs à l'étude. Donc, si on ventile pour chacun des motifs, c'est 640 pour l'orientation sexuelle et 129 pour l'identité ou l'expression de genre, ce qui inclut les plaintes qui étaient auparavant déposées pour discrimination sur la base de la transidentité en vertu du motif sexe, puisqu'on sait que le motif identité ou expression de genre était ajouté à la charte seulement en 2016. Donc, ces plaintes avant étaient davantage traitées sous le motif sexe. Donc, on les a quand même regroupées ici pour avoir une continuité historique. Et ici, bien évidemment, pourquoi il y a plus de plaintes pour orientation sexuelle, ça peut s'expliquer essentiellement de deux façons. Donc, d'abord parce que l'homophobie est reconnue socialement depuis plus longtemps que la transphobie, mais aussi parce que les personnes appartenant aux minorités sexuelles sont proportionnellement plus nombreuses que celles appartenant aux minorités de genre. Ensuite, parmi ces 769 plaintes, 201 ont fait l'objet d'une analyse qualitative approfondie. En raison de l'état de l'archivage, ça n'a pas été possible de faire une sélection représentative, donc aléatoire, de ces plaintes, mais ça c'est détaillé dans le rapport, mais on constate que la composition de la sélection reflète globalement l'ensemble des plaintes pour plusieurs variables. Je vais maintenant attirer votre attention rapidement sur certains résultats avant de passer aux constats transversaux. Donc, je vous invite d'abord à jeter un coup d'œil à l'évolution historique du nombre de plaintes. Et ici, il ne faut pas regarder l'évolution du nombre de plaintes sur le long terme, parce qu'il y a plusieurs de ces variations qui s'expliquent probablement par des changements dans le processus de traitement des plaintes ou dans la compétence de la commission. Donc, tous les facteurs qui peuvent potentiellement expliquer ces variations apparaissent dans le rapport de façon très détaillée. Ici, je vous invite surtout à regarder la période plus récente où il est moins susceptible d'avoir des facteurs extérieurs liés au traitement des plaintes qui expliquent les variations. Donc, ce qu'on remarque dans les dernières années, c'est quand même que le nombre de plaintes pour discrimination d'emploi fondée sur l'identité ou l'expression de genre a dépassé l'orientation sexuelle 4 fois au cours des 8 dernières années, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc, ça peut s'expliquer peut-être par la visibilité qu'a donnée à ce recours l'ajout du motif identité ou expression de genre à la charte en 2016. C'est une explication possible. Aussi, le nombre de plaintes pour discrimination d'emploi fondée sur l'identité ou l'expression de genre atteint un sommet annuel en 2024 avec 17 plaintes. Et finalement, depuis 2020, on note que l'évolution des plaintes pour discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre a augmenté de 325%, passé de 4 à 17. Donc ici, on voit que la courbe rose, donc qui est l'évolution du nombre de plaintes pour les deux motifs étudiés, on voit qu'elle est assez abrupte, mais on voit qu'elle s'explique essentiellement par l'augmentation du nombre de plaintes pour identité ou expression de genre, alors que pour orientation sexuelle, il y a une augmentation dans les dernières années, mais elle n'est pas très différente de celle tout motif confondu.
Puis aussi, ce qu'on remarque, on le voit mieux dans un autre graphique qui est dans le rapport, mais c'est que le nombre de plaintes reçues a augmenté lorsqu'il est question d'homophobie et de transphobie dans l'espace public. Donc, ça a été le cas, par exemple, après la publication du rapport de la Commission en 1994, après celle de 2007 et après l'adoption de la politique québécoise de lutte contre l'homophobie en 2009. Donc, on peut aussi se demander si l'augmentation des nombres de plaintes va continuer dans les prochaines années, parce que ce sont aussi des années qui ont été marquées par des débats publics sur les enjeux LGBTQ. Donc, depuis 2020, on a eu donc l'interdiction des thérapies de conversion, le jugement Centre de lutte contre l'oppression des genres qui a ouvert la possibilité de la reconnaissance de la mention de sexe non-binaire à l'état civil, l'adoption du projet de loi 2 qui donnait suite à ce jugement, la création du comité de sages sur l'identité de genre en 2023 qui a mené à différentes controverses. Donc, lorsqu'il est question de diversité sexuelle et de genre, dans l'espace public, on constate des mouvements au niveau des plaintes. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une qui semble se vérifier. Et ça peut s'expliquer peut-être par le fait que les personnes sont davantage sensibilisées aux recours existants, se sentent davantage autorisées peut-être à dénoncer certaines situations, ou encore possiblement parce que le climat social entraîne davantage de situations d'homophobie et de transphobie auxquelles sont confrontées les personnes concernées. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que ce sont seulement les plaintes en emploi. Donc, même en emploi, on voit que c'est un milieu qui est perméable aussi à ce qui se passe plus largement dans la société. Maintenant, si on se penche sur l'évolution du contenu des plaintes. Donc, une de nos hypothèses au départ, c'était que les formes d'homophobie, de transphobie seraient peut-être devenues plus subtiles, moins frontales avec le temps, compte tenu des avancées qu'on a pu observer, mais c'est pas du tout évident à la lecture des plaintes, voire même au contraire, sauf sur deux aspects. Donc déjà, la Commission reçoit plus de plaintes pour discrimination directe dans les politiques et les conditions de travail. Donc, c'était des situations où c'était écrit noir sur blanc, par exemple, que certains avantages étaient réservés à une catégorie de personnes. Historiquement, on l'a vu, c'était le cas des conjoints de même sexe. Donc, ça ne veut pas dire que ces documents-là n'existent plus, mais la Commission ne reçoit plus de plaintes pour cette raison-là depuis le début des années 2000. Deuxièmement, à partir de 2001, on voit apparaître des plaintes à propos de situations dans lesquelles les réseaux sociaux internes à l'entreprise ou personnels ont joué un rôle dans le dévoilement non consenti de l'orientation sexuelle ou de la transidentité, ou encore dans le harcèlement en milieu de travail. Par exemple, il y a une plainte dans laquelle une personne va raconter que l'attitude de ses collègues a radicalement changé lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait des amis trans et drague sur ses réseaux sociaux. Donc, l'arrivée des réseaux sociaux a exacerbé, disons, et donc révolutionné le brouillage entre la vie privée et les milieux professionnels. Parce qu'à la lecture de certaines plaintes plus anciennes, on voit que déjà qu'avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y avait par exemple des collègues qui se rendaient au domicile d'une personne de façon répétée pour laisser un numéro de téléphone ou une carte. Il y avait des appels à la maison le soir, ou un employeur qui lisait le courrier d'un employé. Donc, la frontière vie personnelle, vie professionnelle, elle est brouillée depuis longtemps, mais c'est que les réseaux sociaux viennent peut-être donner une nouvelle portée aux formes que peuvent prendre, notamment le harcèlement. Donc, c'est ça. Globalement, les situations dénoncées ont relativement peu changé, outre pour ces deux raisons qui représentent en soi qu'un très, très faible nombre de plaintes parmi l'ensemble. Une hypothèse qui peut être avancée pour l'expliquer, mais c'est peut-être le fait que les secteurs d'activité concernés, on va y revenir, sont peut-être plus éloignés des politiques, peut-être une politique publique, peut-être que ces politiques publiques qui trouvent moins de relais. Parce qu'on le rappelle, on parle essentiellement de milieux non syndiqués et aussi beaucoup de petites entreprises pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de politique ou d'encadrement des ressources humaines dédiées. Ici, deux autres exemples qui illustrent ce que je viens d'expliquer. Donc, la première, c'est la plainte d'un homme gay qui a dénoncé que le plan familial de son assurance collective ne couvre pas les conjoints de même sexe. Donc, c'est des plaintes qu'on ne reçoit plus, mais ça me donne une idée de ce qu'on pouvait recevoir à l'époque. La deuxième, c'est la plainte d'une femme lesbienne qui explique dans sa plainte qu'elle s'est fait poser des questions sur son orientation sexuelle lors d'une entrevue d'embauche après que son employeur ait consulté ses réseaux sociaux. Passons maintenant au pourcentage de plaintes selon le genre. Donc déjà, il faut noter que des données sur le genre commençaient à être saisies de façon systématique à partir de 2007 seulement. Donc ici, c'est pour une période un peu plus courte. Donc, pour les plaintes dans le secteur de l'emploi, tout motif confondu, vous le voyez à droite, donc le pourcentage de plaintes est assez similaire, une légère surreprésentation des hommes. Lorsqu'on regarde les deux motifs étudiés, donc la deuxième colonne,
on voit que les hommes la surreprésentation des hommes est plus grande. Mais lorsqu'on décompose orientation sexuelle et identité ou expression de genre, on voit là un portrait beaucoup plus contrasté. Donc, pour l'orientation sexuelle, bien que la proportion d'hommes et de femmes soit près de 50-50 dans la population des personnes appartenant aux minorités sexuelles, mais on voit que les hommes sont nettement surreprésentés à 77% par rapport aux femmes lesbiennes. Donc, une piste d'explication, c'est le phénomène bien connu de la relative invisibilité des femmes lesbiennes et homosexuelles dans la société, y compris au sein des mouvements LGBTQ. Une autre piste, c'est que les femmes lesbiennes portent peut-être davantage plainte pour discrimination fondée sur le sexe plutôt que sur l'orientation sexuelle, ce qui peut aussi avoir, soit parce qu'elles estiment que c'est le principal vecteur de la discrimination qu'elles subissent, ou soit parce qu'elles ne reconnaissent pas la part qui peut être attribuée à l'homophobie dans ce qu'elles ont vécu. Mais peu importe l'explication, ce qu'on constate, c'est que les expériences spécifiques de lesbophobie semblent être moins reconnues. Pour ce qui est de l'identité ou l'expression de genre, on constate que c'est à l'opposé, ce sont les femmes trans qui sont nettement surreprésentées à 55%. Et bon, ça peut s'expliquer aussi par le fait que les femmes trans sont davantage susceptibles de faire l'objet de profilage, en étant souvent associées à des hommes, entre guillemets, qui seraient des formes de prédateurs ou une menace pour les femmes. Et de plus, ces femmes subissent le sexisme comme toute femme, donc en étant davantage ciblées par les normes de genre majoritaires qui visent l'apparence des femmes, les caractéristiques physiques, la tenue, la voix ou encore le harcèlement sexuel. Et finalement, je ne parlerai pas beaucoup de personnes non-binaires aujourd'hui parce qu'on a reçu une seule plainte dans le secteur du travail pour la période visée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux spécifiques qui concernent ces personnes-là, mais le matériau qu'on avait devant nous ne nous permettait pas de l'aborder de façon spécifique. Pour ce qui est des secteurs visés, donc, il est intéressant de noter que pour les deux motifs étudiés, donc dans le tableau de gauche, c'est le secteur des services qui représente plus de 50% des plaintes, ce qui inclut la restauration, l'hôtellerie, la culture, les soins personnels, la santé et les services sociaux. Et si on y ajoute le secteur commercial, qui inclut le commerce de détail et de gros, on atteint près des 3/4 des plaintes. Alors que ce taux est plutôt autour de 60%, tout motif de discrimination confondu. Et cet écart peut s'expliquer par le fait que les personnes LGBTQ sont surreprésentées de façon générale dans la vente et les services, donc ça c'est documenté. Mais aussi, ça peut aussi s'expliquer en raison du rôle joué par l'expression de genre dans le service à la clientèle. Et c'est deux explications qui se renforcent probablement. Donc les personnes LGBTQ sont peut-être surreprésentées dans des secteurs généralement moins payants en raison de la discrimination systémique, et elles se retrouvent conséquemment exposées davantage au regard du public dans des emplois de service à la clientèle dans lesquels elles sont plus susceptibles d'être victimes de discrimination, que ce soit de la part de l'employeur ou de la clientèle, notamment en raison de leur expression de genre. Pour les plaintes liées à l'identité ou expression de genre, donc si on regarde le tableau de droite, où là on a vraiment identifié les secteurs plus précis, pas les plus grands secteurs, mais vraiment les sous-secteurs plus particuliers. Donc si on regarde ces sous-secteurs, on remarque qu'il y en a un seul qui est commun en comparaison de tous les motifs confondus, c'est la restauration. Mais ici, on est à 7,9%, alors que tout motif confondu, on est plutôt autour de 5%. Et aussi, si vous regardez l'intitulé des secteurs, on voit que c'est encore plus que pour l'orientation sexuelle et que pour d'autres motifs, des secteurs associés à des revenus peu élevés et en contact avec la clientèle. Donc, beaucoup de commerce, détail, restauration, organismes communautaires, dépanneurs, pharmacie, donc des petits milieux de travail, beaucoup liés au service à la clientèle. Et maintenant, si on passe justement à la taille des milieux de travail visés, donc ici, il faut noter que c'est une petite sélection de plaintes. On parle de seulement 116 plaintes, puisqu'ici, on s'est limité à la période aux plaintes qui ont fait l'objet d'une analyse qualitative après 2005. Parce qu'avant 2005, la Commission recevait encore des plaintes de milieux syndiqués, donc il y avait des plus gros employeurs, donc ce qui biaisait un peu la représentation réelle des plaintes plus récentes. Mais ce qu'on note, c'est que 74% des plaintes visent des PME de moins de 500 employés, 63% visent dont 63% visent des petites entreprises ou organismes comptant 100 personnes employées ou moins. Tandis que le tiers vise de très petites entreprises ou organismes comptant moins de 25 personnes et 10% visent des milieux de 1 à 5 personnes. Donc, on voit que les PME semblent légèrement surreprésentées dans les plaintes à 74% par rapport à leur part de l'emploi dans le secteur privé au Québec, qui est de 70%.
mais la représentation apparaît plus marquée pour les entreprises comptant 100 personnes employées et moins. Parce qu'il y a 63% des plaintes qui les visent, mais elles représentent 50% de l'emploi. Donc, ça va avoir une certaine surreprésentation dans les plaintes des plus petits milieux de travail, mais encore là, ça prend avec précaution parce qu'on parle quand même d'un échantillon plus restreint ici. À l'opposé, il y a les grandes entreprises comptant 500 personnes ou plus qui représentent le quart des plaintes, ce qui représente approximativement leur part du marché de travail privé au Québec. Mais il convient quand même de souligner que parmi ces grandes entreprises, il y en a le tiers dans les plaintes où on se rend compte que c'est des succursales ou des franchisés. Donc même si ce sont techniquement de grandes entreprises, ce sont aussi des milieux de travail qui peuvent être relativement modestes, comme par exemple des magasins de détail ou des restaurants appartenant à une grande chaîne. Donc, on voit que les petits milieux de travail et les grandes entreprises sont davantage visées par les plaintes dans des proportions qui sont relativement proches de l'état du marché de l'emploi privé au Québec, mais possiblement une surreprésentation des plus petits milieux de travail. Pour ce qui est des atteintes aux droits allégués par les personnes plaignantes, donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que leur portrait diffère du portrait de l'ensemble des plaintes. Notamment, les plaintes visant les milieux de travail discriminatoires sont 3 fois plus fréquentes à 22,6% que si on compare avec tous les motifs de discrimination confondus. Tandis que les plaintes à l'embauche, elles, à 8,5%, sont 2 fois moins nombreuses en comparaison de l'ensemble des motifs de discrimination confondus. Et ça s'explique probablement par le fait que l'orientation sexuelle et la transidentité sont généralement pas connues au moment de l'embauche. Donc, c'est plus difficile de discriminer à l'embauche lorsque ces informations ne sont pas connues, notamment parce que les personnes concernées vont chercher à la dissimuler ou parfois ajuster leur expression de genre au moment de l'embauche. Mais après, une fois embauché, ça peut être plus difficile pour les personnes LGBTQ+, de dissimuler en tout temps ces informations auprès de toute personne, ce qui peut ultimement les exposer à un climat de travail hostile ou au harcèlement. Mais encore une fois, c'est intéressant de décomposer les deux motifs, orientation sexuelle et identité ou expression de genre, parce que là, on voit qu'il y a certaines différences qui apparaissent. Donc, globalement, le portrait est similaire, sauf pour la question de l'embauche. Et ça, ça peut s'expliquer par le fait que pour les personnes trans et non-binaires, c'est le genre auquel ils s'identifient n'est pas toujours reconnu par les personnes avec lesquelles elles sont appelées à interagir. Donc, pour ces personnes, c'est possible que la discrimination soit vécue dès l'embauche. Et dans ce cas-là, on voit que c'est dans des proportions assez importantes. Donc, il y a 20% des plaintes de personnes trans et non-binaires qui portent sur l'embauche, donc 1 sur 5. Donc, si on passe aux manifestations alléguées d'homophobie et de transphobie, donc c'est définitivement les propos discriminatoires qui reviennent le plus souvent dans les plaintes. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est l'élément central dans la plainte, mais il y a des propos discriminatoires qui sont présents dans 84% des plaintes analysées. Et ça peut s'expliquer de façon assez simple parce que c'est généralement à travers les propos que la personne qui s'estime victime de discrimination va pouvoir percevoir le lien entre l'atteinte aux droits allégués et le motif interdit de discrimination qui est en quelque sorte rendu explicite à travers les propos. Mais à titre de rappel, ça ne prend pas nécessairement un lien explicite pour prouver une discrimination, mais c'est vrai que ça peut faciliter l'administration de la preuve et la reconnaissance même par la personne concernée qu'elle est victime d'homophobie ou de transphobie. Parmi les plaintes qui visent des propos discriminatoires, donc il y a 42% qui vont faire intervenir des propos stéréotypés, beaucoup en lien avec l'apparence de la personne. Donc, par exemple, des hommes gays qui vont se faire reprocher d'avoir des manières trop, entre guillemets, efféminées, ou des propos qui vont associer l'homosexualité ou la transidentité à un problème de santé mentale ou à des propos hypersexualisants. Puis ensuite, le dénigrement, les insultes et le dévoilement forcé. Et c'est seulement en 7e position qu'on retrouve les blagues et moqueries. Donc, dans 18% des plaintes qui allèguent des propos discriminatoires. Donc, c'est intéressant parce qu'on entend souvent dire qu'on ne pourrait plus rire ou faire de blagues. Or, les personnes concernées ne semblent pas porter plainte à la première blague, à la première moquerie. Même chose pour le mégenrage. Donc, ça concerne seulement 12% des plaintes alléguant des propos discriminatoires. Et dans ces cas-là, ce qu'on constate à la lecture des plaintes, c'est pas des plaintes qui font suite au fait qu'une personne se serait trompée de pronom une seule fois. Donc, c'est toujours des cas de mégenrage intentionnel et répété. Et ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que les propos dénoncés dans les plaintes viennent rarement seuls. Sauf dans 3 plaintes, les propos sont accompagnés d'autres manifestations de l'homophobie et de la transphobie, dont des gestes à connotation homophobe ou transphobe dans 18% des cas, de violences physiques dans 11% des cas.
Et dans 68% de ces plaintes, c'est des propos qui sont en lien avec des climats de travail allégués comme étant empreints de discrimination. Et si on parle justement de la question du climat de travail, donc il y a 63% des plaintes qui vont alléguer un climat de travail discriminatoire, donc des cas où l'homophobie et la transphobie seraient répandues de façon générale dans un milieu, sans qu'il soit toujours possible d'identifier une seule personne responsable, ou encore lorsque c'est une personne en situation d'autorité qui entretient un tel climat. Et dans 45% de ces plaintes, c'est la tolérance de l'homophobie et de la transphobie par l'employeur qui est directement mise en cause par la personne plaignante. Puis on peut dire qu'il y a probablement toujours une part de tolérance de l'employeur si une personne en vient à porter plainte à la commission. Mais ici, ce qui est visé, ce sont vraiment des situations précisément où la personne plaignante a précisément essayé d'aborder le problème avec l'employeur sans obtenir une réponse satisfaisante et plutôt au contraire fait face à un employeur qui minimise le problème ou ignore la situation de la personne plaignante. Pour ce qui est des effets allégués sur les personnes plaignantes, donc la résultante la plus fréquente, ben ça c'est peut-être la donnée la plus percutante de ce tableau, c'est la perte d'emploi, la démission ou un refus d'embauche. Donc c'est des situations qui ont des conséquences très concrètes et importantes pour les personnes plaignantes. Et j'attire aussi votre attention dans la deuxième colonne sur les conséquences matérielles décrites par les personnes plaignantes. Donc, au-delà de la perte de revenus qu'engendre presque inévitablement la perte d'un emploi, donc c'est pas toujours souligné dans les plaintes, mais c'est rarement souligné même par les personnes plaignantes que le fait de perdre son emploi, ben, ça engendre une perte de vue, ce qui en soi une conséquence matérielle. Mais ici, quand on a codé conséquences matérielles, c'est quand ça allait au-delà de la perte de revenus. Donc, des personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas eu droit à l'assurance emploi parce que leur employeur a refusé de fournir un relevé d'emploi ou parce que leur départ était considéré comme volontaire, entre guillemets. D'autres vont insister sur la situation de pauvreté dans laquelle elles se retrouvent à la suite de la perte de leur emploi. D'autres vont dire que leur réputation a été affectée négativement dans leur industrie, ce qui nuit à leur possibilité de trouver un nouvel emploi. Et finalement, quelques personnes trans qui disent qu'elles ont dû reporter des chirurgies d'affirmation de genre en raison des conséquences financières liées à la perte d'un emploi. Et finalement, ben, il y a aussi évidemment des effets sur l'exécution du travail pour les personnes qui demeurent en poste, que ce soit l'impossibilité de travailler ou une difficulté à se concentrer. Et ici, bon, deux exemples, encore une fois. Donc, dans le premier cas, l'employeur a refusé de gérer une situation, voire ensuite lui aurait fait subir des représailles pour avoir porté une situation à son attention. Dans la deuxième, c'est une personne qui raconte son processus qui l'a mené à porter plainte. Donc, elle rappelle tout ce qu'elle a enduré au cours des dernières semaines ou derniers mois avant de décider qu'une goutte faisait déborder le vase et qu'il était temps pour elle de porter plainte. Ce qui m'amène aux constats transversaux. Donc, d'abord, l'analyse des plaintes révèle que les personnes LGBTQ+ mobilisent différents types de faits, d'indices pour fonder leurs plaintes, que ce soit des propos stéréotypés, des blagues déplacées, des changements d'attitude, des rumeurs, l'indifférence ou encore une somme d'impressions et de sentiments de ne pas être traités en toute égalité. Et ça nous donne un portrait des formes que peuvent prendre l'homophobie et la transphobie au quotidien. Et souvent, ça fait écho à un vécu marqué par une familiarité ou la régularité de l'homophobie et la transphobie au cours de la trajectoire de vie. Et ces manifestations peuvent ou non correspondre pleinement à la définition juridique de la discrimination. Mais comme on l'a dit, c'est des sources précieuses pour saisir des expériences qui sont jugées assez problématiques pour les personnes concernées pour justifier, selon elles, une intervention extérieure comme celle de la commission. Et même si ces faits-là sont parfois difficiles à associer juridiquement à la discrimination, ils peuvent néanmoins être des indicateurs à prendre au sérieux quant aux normes qui prévalent dans un milieu de travail, au climat qui y règne, ou aux pratiques et politiques en vigueur, ou à l'attitude ou au comportement de certaines personnes dans un milieu de travail. C'est pour ça que l'écoute des personnes concernées doit guider les employeurs dans leur lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ensuite, les effets de la discrimination alléguée vécue par les personnes plaignantes peuvent être exacerbés du fait de l'accumulation d'expériences négatives au cours de la vie. Donc, il y a des discriminations qui sont rapportées qui sont souvent très directes, frontales, violentes, mais parfois elles sont plus diffuses ou difficiles à prouver parce qu'elles sont ancrées dans la trajectoire biographique des personnes sans que la responsabilité puisse être attribuée directement à une seule source.
Donc, pour assurer la réalisation des droits des personnes LGBTQ+, en milieu de travail, il est pertinent de reconnaître que leur expérience professionnelle est aussi influencée, façonnée par différents éléments de leur parcours de vie, qui peuvent aller jusqu'à l'intimidation vécue à l'école, le dévoilement d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, des obstacles liés à l'accès aux services, des interactions problématiques avec les services policiers, des expériences négatives dans des emplois antérieurs. On sent que l'employeur a apporté nécessairement la responsabilité de chacune de ces expériences. Être conscient de ce type de trajectoire, ça permet parfois d'avoir une réponse plus appropriée. Déjà en commençant en ne minimisant pas les expériences vécues ou en remettant pas en question d'emblée la crédibilité de la personne plaignante pour plutôt se mettre en mode écoute et recherche de solutions pour trouver des mesures susceptibles d'assurer le respect des droits de la personne au travail. Ensuite, l'imbrication de l'homophobie et de la transphobie dans le quotidien des personnes et leur inscription dans leur trajectoire biographique, ça montre que leur expérience au travail ne peut pas être appréhendée indépendamment des autres sphères de leur vie. Parce que pour être épanoui au travail, bien, toute personne a besoin de services d'éducation, de santé, de services sociaux, pouvoir compter sur des mesures de soutien social lorsqu'elle en a besoin, avoir des moyens effectifs et accessibles pour faire valoir ses droits. Et historiquement, on sait que les personnes LGBTQ ont connu un certain nombre d'obstacles dans ces différentes sphères de la vie. Donc, le respect des droits en milieu de travail est intimement lié à la réalisation d'autres droits, y compris les droits économiques et sociaux comme ça, à l'éducation, à la santé, à un niveau de vie décent. Et ce constat souligne que pour améliorer la situation des personnes LGBTQ+ en emploi, il est aussi nécessaire d'agir de façon coordonnée à plusieurs niveaux, y compris dans d'autres sphères de la vie des personnes concernées. On passe maintenant au dévoilement de l'orientation sexuelle ou de la transidentité en milieu de travail. Donc, ici, je ne suis pas revenu sur cette question-là, mais ça se retrouve dans le rapport, mais on retrouve une grande diversité de scénarios de dévoilement en milieu de travail. Donc, il y a des personnes qui vont chercher à tout prix à cacher cette information. D'autres vont la dévoiler de façon assez ouverte en milieu de travail. D'autres vont préserver ces informations-là à certaines personnes ou seulement à leur employeur. Donc, il y a une grande diversité de scénarios. Et ce qui est important de rappeler, c'est que le droit au respect de sa vie privée garanti par la Charte protège la possibilité pour une personne de dévoiler ou non ses informations, y compris en emploi. Et ces informations, comme aussi le sexe, sont des renseignements personnels au même titre que d'autres données liées à des motifs interdits de discrimination. Et c'est un enjeu qui apparaît important dans la littérature académique comme étant central dans l'expérience de discrimination vécue par les personnes LGBTQ+, parce que le dévoilement, ça s'inscrit généralement dans un long processus de réflexion relativement à ses implications et conséquences et qui doit constamment être répété et qui peut être plus ou moins douloureux selon les personnes, ce qui peut expliquer la variété des situations de dévoilement en milieu de travail. Et donc, concrètement, pour assurer l'exercice du droit au respect de sa vie privée en milieu de travail, mais l'employeur a plusieurs choses qu'il peut faire. Donc, maintenir la confidentialité des informations sur le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre des membres du personnel lorsqu'elles sont connues. Et ceci devrait d'ailleurs être collecté seulement avec le consentement des personnes concernées et dans le but explicite de lutter contre la discrimination. Et dans le cas, par exemple, où des informations sur le sexe à la naissance seraient strictement nécessaires, ces informations devraient être clairement distinguées, par exemple, des renseignements servant à s'adresser à la personne, donc les types de civilité, le prénom, le genre, et les finalités auxquelles ces renseignements doivent servir devraient toujours être partagés avec la personne concernée lorsqu'ils sont nécessaires. 3 derniers constats avant d'arriver à la conclusion. Donc, l'analyse des plaintes, on l'a vu, révèle que le sexisme, donc en tant que forme de discrimination fondée sur le sexe et le genre, peut affecter l'expérience des personnes LGBTQ+ en emploi. Donc, on a vu que les femmes lesbiennes sont nettement sous-représentées dans les plaintes. Donc, ça pourrait être possiblement parce qu'elles sont moins victimes de discrimination en emploi que les hommes homosexuels, mais l'ampleur de l'écart laisse penser autrement, et que ce soit plutôt en raison de l'invisibilisation de leur situation spécifique ou en raison du fait que les situations qu'ils vivent soient d'abord traitées comme du sexisme avant de l'être comme de la lesbophobie, alors que possiblement les deux sont en cause. Ensuite, les femmes trans qui sont surreprésentées, on l'a dit, notamment en raison des stéréotypes trans misogynes récurrents envers les femmes trans. Ensuite, les hommes homosexuels, eux, sont victimes de sexisme d'une autre façon, mais plutôt en raison des stéréotypes les associant à une féminité stéréotypée, ou lorsqu'on imite leur conduite ou en les mégenrant. Donc, c'est aussi le mégenrage, on a tendance à le penser uniquement pour les personnes trans et non-binaires, mais il y a beaucoup de cas de mégenrage pour les hommes homosexuels. Donc, je pense à un cas où un homme se fait souhaiter une bonne fête des mères. Donc ces traitements
sont toutes des manifestations de sexisme, donc des cas où on attribue une plus grande valeur à ce qui est traditionnellement masculin et qui dévalorise ce qui est traditionnellement attribué au féminin, et ce, au détriment des femmes et des personnes LGBTQ+. Donc, ces exemples, puis ça, ces exemples aussi, ça montre comment les différents motifs interdits de discrimination fonctionnent ensemble et offrent une protection complémentaire aux personnes LGBTQ et aux LGBTQ+, soit le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité ou l'expression de genre. Ensuite, pour ce qui est de ce que peuvent faire les employeurs, donc l'analyse qualitative montre que les personnes plaignantes déplorent dans un grand nombre de cas, donc on l'a dit, la tolérance par l'employeur de situations alléguées d'homophobie ou de transphobie. Les employeurs donc pourraient avoir possiblement un grand impact sur les situations, justement si ils cessaient de tolérer ce genre de situation-là, et en agissant notamment sur deux niveaux, donc sur le maintien en emploi et le climat de travail. Parce que bon, la perte d'emploi, on l'a vu, c'est 1/3 des plaintes, tandis que le climat des plaintes pour le climat de travail, c'est 1/5 des situations. Donc, deux aspects pour lesquels les employeurs ont des leviers pour agir, et on va y revenir dans un instant. Et finalement, ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a des défis différents selon la taille des milieux de travail. Donc, on a vu que les plaintes visent majoritairement de très petites et petites entreprises. Donc, à la différence des grandes entreprises, elles n'ont possiblement pas de politique antidiscrimination, de direction de ressources humaines ou des mécanismes internes de traitement des plaintes. Elles ont peut-être donc moins de ressources à consacrer à l'inclusion, mais pourtant leurs obligations en matière de respect des droits des personnes employées sont les mêmes que pour les grandes entreprises. Donc, c'est possible qu'elles soient moins outillées pour faire face à ces obligations. Donc, il y a quand même là un enjeu possiblement à explorer. Et aussi le respect de la vie, du droit au respect de sa vie privée, potentiellement davantage un enjeu dans ces plus petites structures. Mais à l'inverse, on peut penser que les personnes LGBTQ qui sont en emploi de plus petites organisations, peut-être que ça peut être aussi plus facile par ailleurs de régler une situation à l'amiable ou de faire évoluer un climat de travail, une culture d'entreprise. Donc, il y a aussi le moyen de le voir de façon positive. Pour ce qui est des grandes entreprises, donc, elles peuvent avoir plus de ressources à consacrer à l'inclusion, mais il y a aussi d'autres défis qui peuvent venir avec le fait d'être une grande entreprise, comme la pression d'actionnaires ou de l'opinion publique, dont les intérêts ne sont pas toujours alignés avec le respect des droits. Et ces influences peuvent être accentuées dans un climat social marqué par des reculs, comme on le sait, ou des remises en question des politiques dites d'équité, de diversité et d'inclusion. Donc, l'égalité réelle passe par l'emploi. Donc, pour prévenir les situations les plus couramment dénoncées dans les plaintes, donc, le rapport identifie plusieurs responsabilités et obligations des employeurs, ainsi que des mesures à mettre en place. Donc, on en liste ici un certain nombre, donc adopter évidemment et appliquer des politiques claires contre la discrimination et le harcèlement, incluant des processus confidentiels et efficaces de traitement des plaintes, former les gestionnaires et les équipes sur les droits des personnes LGBTQ et leur réalité, respecter l'identité de genre des personnes, protéger la confidentialité des renseignements personnels et porter une attention particulière au processus d'embauche, particulièrement pour les personnes trans, comme on l'a vu. Mais l'état des connaissances et les plaintes reçues par la Commission montrent que l'atteinte d'égalité réelle donc, se fait toujours attendre, mais compte tenu du fait que mais compte tenu du fait que l'emploi a une place très importante dans la vie des personnes, la réalisation de leurs droits en emploi doit nécessairement aussi passer par d'autres actions qui doivent être multiples, coordonnées et menées à différents niveaux, parce que ce qui se passe en emploi est rarement imperméable à ce qui se passe en dehors de l'emploi. Donc, dans les milieux de travail, on l'a dit, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites. Dans l'espace public, mais il faut continuer à promouvoir les droits des personnes LGBTQ, éliminer la stigmatisation. Dans la législation et les politiques, mais c'est consolider et pleinement mettre en œuvre les protections existantes. Et finalement, dans l'ensemble des services publics plus largement, mais de continuer à adapter les programmes et les interventions pour soutenir les personnes LGBTQ tout au long de leur vie et dans les différents aspects de celle-ci. Et de continuer à miser sur l'éducation aux droits, y compris dès le plus jeune âge dans le milieu scolaire, recommandation phare de la Commission depuis longtemps. Ce qui m'amène à la conclusion et à remercier une dernière fois le projet SAVI LGBTQ pour la collaboration au cours des dernières années. Je vous invite à consulter le rapport. Donc, vous avez le code QR ici, donc il est c'est facile de le trouver aussi sur le site Internet de la Commission. Je mets aussi le lien vers différentes formations et outils en matière d'éducation aux droits développés par la Commission.
dont certaines destinées directement aux employeurs, et aussi un module interactif qui s'appelle S'allier pour l'égalité des personnes LGBTQI+, donc pour les personnes qui souhaiteraient avoir davantage de ressources pour la suite. Et évidemment, je réitère, si vous estimez être victime de discrimination, il faut porter plainte à la commission. On vous invite à le faire. On sait que c'est pas facile, qu'il y a plusieurs obstacles qui sont aussi documentés dans le rapport, mais comme l'a dit la présidente en ouverture, chaque plainte compte. Donc, je vous remercie une dernière fois et je reste disponible si vous avez des questions.